bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Nicolas Lerner. Nicolas va nous parler voilà de ce sujet. Et j'ai un excellent souvenir d'un exposé que tu avais donné il y a une dizaine d'années. Tu viens de me signaler. Bon, très bien. Voilà. Claude arrive, donc tout est bien, on peut commencer. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, tout d'abord, je veux remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est réellement un grand plaisir pour moi d'être ici et d'avoir l'occasion de parler dans ce séminaire. Comme l'indique mon titre, je vais vous entretenir des théorèmes de Liouville pour le système stationnaire de Navier-Stokes pour des fluides incompressibles. Alors, je voudrais quand même commencer par Joseph Liouville et son théorème classique qui dit donc que lorsque vous prenez une fonction harmonique bornée, bien, elle est constante. On peut faire très rapidement la démonstration de cet énoncé. Alors, comme cette fonction est bornée, c'est une distribution tempérée, donc je peux en prendre la transformer de Fourier, que j'appelle F chapeau, et je peux le multiplier par module de xi au carré, parce que ça c'est un polynôme, et je trouve, par le fait que la fonction est harmonique, que module de xi au carré fois F chapeau est nul. Et par conséquent, ça implique tout de suite que le support de F chapeau est inclus dans l'origine. Un tas classique de théorie des distributions vous dit, par conséquent, F chapeau est une combinaison linéaire de la masse de Dirac et de ses dérivés à l'origine, la masse de Dirac à l'origine. Eh bien, si vous prenez la transformée de Fourier inverse des deux membres, vous trouvez que F est un polynôme, et comme il est borné, c'est une constante. Fin de la preuve. D'accord ? Pardon ? Alors, j'oublie que c'est pas tout à fait comme ça, c'est vrai. Mais donc, ça prouve, si vous voulez, que le fait d'avoir reçu les enseignements de la théorie des distributions ne complique pas l'existence. C'est une chose qu'on peut dire presque génériquement, finalement, pour l'accumulation du savoir. Alors, donc, on peut se poser diverses questions, en particulier des questions sur l'extension de ce type de résultat. Et l'une des questions, par exemple, si on s'intéresse à des équations elliptiques plus générales, et ça dépend un petit peu de l'énoncé qui nous intéresse, mais il faut savoir quand même que l'ellipticité toute seule ne va pas vous donner un théorème de Liouville de la même facture. Prenons un exemple simplissime, donc de Laplace, moins de Laplacien en dimension 1. Là, je mets un terme d'ordre 1 avec un i dx et je l'applique à l'exponentielle de ix. Alors, si on fait le calcul et si on essaie de ne pas se tromper, vous allez dériver deux fois, il y a un moins devant, donc il y a un moins i au carré. Alors là, et là, vous avez mis un i devant, vous dérivez une fois, vous avez un plus au carré, ça fait 0. Donc, vous trouvez que l'exponentielle de x est dans le noyau de cet opérateur. Indubitablement, l'exponentielle de x est bornée et elle est dans le noyau de cet opérateur sans être faux. Donc, il faut faire un petit peu attention avant de dire on généralise ça à n'importe quel opérateur elliptique, etc. Donc, il faut quand même faire un peu attention à cet aspect-là. Alors, une des questions, parmi d'autres, qui est raisonnable de regarder, eu égard à cet avertissement préliminaire, c'est de regarder, par exemple, une équation du type moins Laplacien plus x, où x est un champ de vecteur réel. Déjà, ça élimine dans le thème de la racine, parce que là, vous avez un champ de vecteur qui part réel. D'autre part, à divergence nulle. Ça, c'est plus prudent, parce que la divergence va vous poser des problèmes si elle n'est pas nulle. Et donc, ce que je veux faire remarquer à cet endroit, c'est qu'il y a un livre de Lebris et Lyons où ils ont étudié assez en détail ce type de questions, et en particulier, ils l'ont fait pour des champs de vecteurs très peu réguliers, comme des champs W1. Et d'ailleurs, il me semble que dans leur livre, ils n'ont pas vraiment traité le cas BV, donc ça serait intéressant de reprendre, disons, les questions qui se posent dans ce livre sur l'unicité, l'existence, la dépendance continue, etc., pour des champs BV à divergence nulle. Et il y a même eu des travaux plus récents encore où la divergence nulle était remplacée par une condition de presque incompressible, sur laquelle je ne veux pas insister. Mais enfin, ça peut être un cadre. Bon, dans un cadre linéaire, par exemple, avec très peu de régularité,
intéressant pour regarder si des théorèmes de Liouville peuvent être démontrés dans ce cadre. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le système de Navier-Stokes que je vais écrire pour commencer de la manière la plus standard. Donc, V, suppose qu'il est L de log, un champ de vecteur. Il satisfait l'équation de Navier-Stokes, que je connais bien. Il s'écrit comme ça. Voilà. Donc, j'ai utilisé la conversion d'Einstein avec les sommations sur les indices répétés. Alors, que va-t-on supposer? On va supposer qu'on a une solution de l'équation stationnaire de Navier-Stokes, qu'on a une condition nulle à l'infini. On va supposer ça de manière très très forte. Et ça, c'est probablement, enfin, c'est une chose qu'on peut affaiblir beaucoup. Mais on va supposer que la solution, d'emblée, que la solution est bornée. C'est pas vraiment le problème. On arriverait à démontrer que la solution est de toute façon bornée. Et qu'elle tend vers 0 à l'infini, en ce sens très fort, qui est là, on prenait la norme à l'infini, serait l'extérieur d'une boule, et vous démontrez que ça tend vers 0 quand vous faites tendre le rayon. Et vous supposez également, ça c'est une sorte d'hypothèse à la Leray, vous supposez que le rotationnel de V est dans le libre. Voilà, donc question, vous espérez qu'avec ces hypothèses, vous espérez que le champ de vecteur en question devrait être identiquement nul. Ça, c'est votre espoir, disons, et on peut conjecturer ça. Voilà, comme je le disais, on peut, voilà, donc, tout de suite, avant de commencer, quelques remarques préliminaires, je voudrais faire remarquer qu'il y a une estimation linéaire très classique, qui vous dit que comme V s'annule à l'infini, comme le rotationnel est dans L2 et que la divergence est nulle, alors on trouve que V est dans L6. C'est très classique, mais c'est simplement une version de l'inégalité isopérimétrique, V, en dimension D, vous êtes dans L2D sur D-2, ce qui fait avec D égale 3, exactement. Donc on va, en fait, tout de suite, d'emblée, on sait que V, en fait, est dans L6. Voilà. Alors, donc je résume un peu en haut ce que j'ai fait avant. Donc une solution de l'équation de Navier-Stokes, bon, voilà, elle s'annule à l'infini, le cœur est dans L2, et en particulier, comme on a supposé qu'elle était bornée, on sait que on est dans L6 inter à l'infini. D'accord ? Ça, c'est le cadre dans lequel on aimerait travailler. On verra que la situation, ces hypothèses standards, pour autant que je sache aujourd'hui, ne permettent pas de démontrer que V est nul. Donc, essayez de voir un peu ce qui a été fait dans la littérature. Et grosso modo, ce qui a été fait, c'est qu'on essaye de trouver une hypothèse additionnelle qui soit pas absurde, outrageuse, comme vous voulez, et qui permet de déduire que V est égal à 0. Et donc, je voudrais quand même donner, pour commencer, des exemples de résultats. Alors, il y a un résultat qui est dû à Galdi. Donc, vous prenez une solution de ce problème et vous supposez, en plus, qu'elle appartient à L9 Donc, on peut discuter un peu de la pertinence de cette hypothèse, mais toujours est-il que si vous supposez, si vous faites cette hypothèse supplémentaire, alors vous obtenez effectivement que V est identiquement nul. Alors, ça, faire une remarque, c'est que, voyons, l'hypothèse de Galdi, bon, que j'appelle le standard set, il est quand même beaucoup plus grand. Vous voyez, là, on a intersecté les LP de 9,5 à l'infini. Ici, on les a intersectés vraiment de 6 jusqu'à l'infini. Donc, en fait, effectivement, on suppose beaucoup plus que ce à quoi on a droit avec la conjecture, mais néanmoins, c'est un résultat, et on verra que l'une des choses intéressantes dans ce résultat qui, en fait, peut nous rendre un petit peu optimistes pour ce problème, c'est que vous pouvez remarquer que ça, c'est meilleur que ce que le scaling vous donne. Il y a un scaling sur l'équation, et si le scaling est à L3, là, vous êtes quand même ici sur un ensemble qui est beaucoup plus grand que L3. Alors, une petite remarque en passant sur ces histoires de conditions LP. Il faut penser au LP que l'on a à faire dans le problème actuel, non pas comme un indice de régularité locale. En fait, la régularité locale, on va avoir droit à C infini. Ce qui nous importe, c'est la décroissance à l'infini.
Et à ce moment-là, on s'est arrangé pour que le LP soit en fait croissant. C'est-à-dire que le meilleur, le plus petit, ça va être L1 infini, intersection de L1 jusqu'à l'infini, qui est l'espace le plus petit. Et l'espace idéal, pour notre problème, ça serait L6 inter à l'infini. Donc il ne faut pas y penser comme un indice de régularité, il faut y penser comme un indice de décroissance quand X est grand. Voilà, donc là j'ai juste dit ça et répété ici ce que j'ai dit oralement à l'instant. Ça c'est l'espace du scaling, qui est quand même beaucoup plus petit que l'espace de Galdi. Voilà, donc, et puis l'espace idéal pour le problème, c'est celui-ci. Mais vous voyez qu'il a quand même démontré quelque chose qui est bien meilleur que ce qu'on obtiendrait directement par un raisonnement d'homogénéité. Donc ça, c'est quand même déjà un résultat, ce résultat de Galdi, dont je parle, et il me semble assez remarquable par le fait qu'il est parvenu à franchir cette espèce d'obstacle du scaling pour l'équation de Navier-Stokes ou ce type d'équation. Alors, un autre résultat classique démontré par le mathématicien coréen. Donc, à nouveau, on prend une solution d'équation de Navier-Stokes, si s'annule à l'infini, alors lui, il suppose beaucoup plus, il fait une hypothèse sur la dérivée seconde. Il suppose que le curl au carré de V est dans L6 cinquième. Et il obtient que V égale 0. Alors, on ne comprend pas parce qu'on a l'impression que là, c'est autre chose, on a d'autres règles de jeu. Alors, il est assez facile de voir qu'avec les injections de Sobolev, si vous supposez que le curl au carré de V est dans L6 cinquième, vous trouvez que le curl de V est dans L2, si vous êtes en dimension 3. Donc, ça vous montre. On n'a pas besoin de supposer que le curl est dans L2, c'est une conséquence de l'hypothèse. Et par ailleurs, l'injection de Sobolev, que j'ai écrit ici, hein, donc vous avez curl de V qui est dans W.1 6 cinquième, qui est inclus dans W0 2. Alors pourquoi? Parce que vous prenez 1 moins 0, vous divisez par la dimension 3, et vous prenez 5 sixièmes, vous trouvez un tiers. Donc ça, c'est l'injection de Sobolev, et ça vous montre que l'injection, ici, elle est sharp, elle est obligée de ne pas faire mieux sur l'indice 2 et les autres indices qui sont petits, et par conséquent, puisque vous obtenez que le curl de V est dans L2, vous avez la même homogénéité, donc Kaé insiste beaucoup là-dessus, il dit que c'est la même homogénéité que de supposer que le curl de V est dans L2. Alors, il suppose plus, mais néanmoins, il ne change pas l'homogénéité du problème. Voilà, donc ça, c'est le résultat de Kaé. Voilà, il respecte l'homogénéité du problème. Alors, oui, alors je voudrais maintenant faire quelques réflexions un peu générales sur la manière d'écrire le système de Navier-Stokes. Je voudrais, en fait, pour les deux résultats que j'ai mentionnés, de Galdi et de Kaé, je voudrais donner des énoncés un petit peu plus généraux. Mais avant ça, je voudrais juste faire quelques remarques sur le système de Navier-Stokes. Et en particulier, une formule qui est assez agréable, c'est la formule qui nous dit que le V gradient de V est égal à curl de V produit vectoriel à V plus un demi de gradient de V. Et que le curl carré de V, c'est le passage de V. Donc, si vous mettez cette formule-là et si vous appelez C avec le C gras, il y a le curl, vous trouvez que l'équation de Navier-Stokes s'écrit comme ça, où Q est une pression qui porte un nom, qui est la Bernoulli head pressure, et vous trouvez cette équation. Quand vous faites le calcul, bon, donc qui est écrit de manière un petit peu différente que la manière habituelle, mais on va voir que c'est quand même assez agréable d'écrire les choses comme ça. Donc, si je rappelle la loi de Biot-Savart sur la pression, partout, je vais trouver des intégrales singulières. Ici, j'ai une intégrale singulière, qui est celle-ci, là, le D-2 divergence de J, appliquée à V tensoriel V. Comme ceci, c'est dans L3, que les intégrales singulières respectent les LP pour P strictement entre 1 et l'infini. Je sais que je ne sors pas de L. Voilà. Alors, voilà. J'ai des intégrales singulières et la pression, elle s'exprime aussi comme une intégrale singulière du produit tensoriel et elle est aussi dans L3 pour la même raison. Alors, pourquoi je veux écrire, je prétends, donc voilà, je prétends que si je reprends les calculs de la page précédente, j'ai une manière d'écrire le système de Navier-Stokes. Genre, j'ai écrit comme ça, hein,
Mais évidemment, si j'utilise le projecteur de l'oreille, le projecteur de l'oreille qui est ici, là, qui projette sur les champs de vecteurs à divergence nulle, j'obtiens cette expression-là où il n'y a plus de pression, une expression qui est habituelle. Et quand je regarde la formule qui est ici, j'ai quelque chose qui est produit vectoriel du curl avec le champ de vecteurs de départ. Alors, tout le monde sait bien que dans Navier-Stokes, il y a une propriété qui est importante, qui est la propriété de cancellation. Multiplier l'équation par V, il y a des termes qui disparaissent. Donc, content de ça, il ne voulait pas faire ça. Il faut penser que quand vous écrivez l'équation de Navier-Stokes avec le V gradient de V, pour faire disparaître ce fichu terme non linéaire, vous avez besoin de faire une intégration par partie. Et donc, qui dit intégration par partie, dit des hypothèses, avant de pouvoir les faire, avant de pouvoir intégrer, etc. Là, je prétends que la cancellation, elle est algébrique. La cancellation, elle est algébrique parce que vous regardez la manière, si vous multipliez ponctuellement, vous pouvez toujours multiplier ponctuellement, pour chaque x, vous avez des fonctions qui sont localement intégrables, ça a un sens, vous regardez. Et donc, ce terme-là, il disparaît. Il disparaît sans intégration par partie, puisque là, vous avez un déterminant de CV, et puis V apparaît 2 fois. Donc ça fait 0. Donc vous vous retrouvez avec un seul terme, finalement. Soit vous mettez le terme avec le projecteur de l'oreille ici, mais si vous restez dans cette version-là, vous avez engrangé le résultat de votre cancellation, et puis après, vous allez continuer votre vie. Je ne dis pas que votre vie va être drastiquement simplifiée, mais c'est quand même plus facile. C'est-à-dire que vous bénéficiez de la propriété d'annulation presque sans hypothèse. Pas besoin de procéder à une intégration par partie pour en bénéficier. Alors, voilà, donc juste un exemple ou deux, je peux l'écrire comme ça, ou l'écrire avec la... Donc, il y a des résultats classiques. Si vous voulez, par exemple, le résultat peut-être le plus frappant, qui est juste une remarque, hein, rien de plus que ça. Si je prends un peu dans une fonction psi, une fonction harmonique, son gradient, et je trouve une solution de ma question, d'abord la divergence est nulle, d'autre part, le rotationnel d'un gradient est nul, et donc finalement les termes non linéaires disparaissent, et je réduis à l'équation de Laplace, tout simplement. Et ça se voit directement. C'est pas beaucoup plus simple que dans le cas où vous mettez le V gradient, mais pour le V gradient, il faut travailler un tout petit peu parce que, en fait, la pression qui va intervenir, ça va être la pression habituelle plus 1,5 de V au carré. Donc, ça vous simplifie un petit peu la vie. Un autre exemple, c'est de regarder les flots de Beltrami. Les flots de Beltrami, c'est des flots qui sont tels que le rotationnel est proportionnel, y compris éventuellement avec une dépendance en X à V. Ça fait que le terme, c'est curl de V produit vectoriel avec V, ce terme va disparaître. Donc ce terme disparaît et l'équation devient linéaire. Vous prenez un string vecteur avec, vous trouvez que V est un rotationnel et qu'il suffit de vérifier que... Le truc au-dessus, en fait, c'est en production. C'est pas le égal à 0, c'est égal à 0. Ici, là? Oui. Non, c'est parce que c'est le Laplacien du gradient de psi, et psi, une fonction harmonique. Donc, c'est le gradient du Laplacien de psi, comme Laplacien de psi égale 0. Oui. Ici. Oui. D'accord. C'est tout, hein? Oui. GV égale gradient de psi, psi est harmonique, donc la divergence est nulle, et si je calcule le Laplacien, il va commuter avec le gradient. Il va traverser, et je trouverai le gradient de Laplacien de psi. Donc, le gradient de 0. C'est pas l'équation. Non, c'est immédiat. Ce que je dis, c'est que je prétends pas que ça change énormément de choses, mais ça améliore la lisibilité de la propriété de cancellation, ça vous donne une propriété de cancellation qui ne repose pas sur une intégration par partie. Bon. Rien de plus, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la remarque, si vous voulez. Mais ça vous facilite quand même la vie, et bon, c'est jamais négligeable, en fait, hein, de se simplifier un peu la vie. Oui, alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, que fait Galdi pour démontrer son résultat? Eh bien, il multiplie ponctuellement, moins, donc comme on l'a dit, ce terme disparaît, et vous vous retrouvez avec une identité qui est comme ça. Une identité pour chaque x. Voilà. Donc après, évidemment, il y a des difficultés pour intégrer ces individus qui sont là, c'est pas forcément intégral, mais vous pouvez toujours multiplier par des fonctions à support compact et espérer en tirer une information. Mais essentiellement, avec l'identité qui est ici, la cancellation dont vous avez bénéficié dans ce cas, c'est essentiellement assez pour avoir le 9,5. Alors, le 9,5, il vient du fait que QV, c'est à peu près la même chose que V au cube.
Et donc, vous allez avoir besoin de V au cube dans L3,5, c'est-à-dire c'est de là que vient le mot. Pas de calcul. Mais disons que, essentiellement, avec cette écriture et juste cette multiplication, vous trouvez que le 9,5 est pertinent. C'est pas difficile de régler ce problème. Voilà. Alors, je voudrais commencer à montrer un certain nombre de résultats de régularité qui arrivent immédiatement. Et je vais prendre l'équation de la forme la plus simple. Je n'ai pas mis la pression de Bernoulli, j'ai mis le projecteur de Loret, et je regarde ce qui se passe pour la régularité. Alors, je sais que le cœur est dans L2, que V est dans L6 intérieur infini. 1,5 plus 1/6 égale 2/3, donc ça fait qu'elle est aussi dans L3,5. Comme V est dans L infini, et CV est aussi dans L2, et donc comme les projecteurs de Loret sont des intégrales singulières, ils respectent les espaces LP pour P strictement entre 1 et infini. Donc je suis dans L3,5 inter L2. Ça, c'est pour le terme non linéaire qui est là. Donc maintenant, j'utilise l'équation et je trouve tout de suite que P appliqué à CVV dans L3,5, et donc que C de V est dans L3,5 inter L2. D'accord, et maintenant, ça veut dire que CV est dans H1 point, et ça me dit que V est dans L6. Oui, mais alors maintenant, je peux réutiliser, remettre cette chose-là dans la machine. Là, je suis L6, ça fait L3. Ensuite, P et CV, ce qui respecte, je suis toujours dans L3. Oui, mais ça, en utilisant l'équation, ça indique que c'est de V dans L3. Donc le résultat, c'est que vous voyez une manipulation très simple de cette nature vous permet de démontrer. C de V, il est dans machin. L3,5 plus L2 plus une pression. Non, j'ai pas besoin de la pression. Voilà. Oui, mais ça, égal 0, c'est. Non. On a quotienté par la pression. C'est pas égal 0. Non, je prends vraiment des fonctions qui vont vivre dans des espaces LP, je leur fais agir dessus un projecteur de Loret qui est une intégrale singulière qui agit effectivement sur les espaces. Elle est continue de LP dans LP. On est d'accord, mais ce que je comprends, c'est le égal 0. Le égal 0, il n'est pas égal 0, presque pas. C'est au sens LP, hein. Vous regardez les fonctions de LP. Non, il y a une pression. Si, il y a une pression, je rien parce qu'il y a le vecteur de Loret. Oui, mais le vecteur de Loret, le égal 0, c'est pas égal 0 au centre de distribution. Pas au centre de Jean-Pierre, mais au centre de Loret. Non, c'est pas égal 0 au centre de distribution. Quand je reprends mon équation, j'ai un gradient de Q. Oui. Je vais appliquer le projecteur de Loret et je peux l'appliquer comme projecteur, comme opérateur de LP dans LP. C'est d'accord. C'est en ce sens-là que j'ai des opérateurs dont je sais a priori qu'ils envoient tous les LP dans le même. Dans la conclusion. Et le égal 0, il est dans LP. Rien de plus, il n'y a rien de moins. Une autre façon de le voir, c'est la projection de Loret, ça donne CV, 3V, moins gradient. Comment? La projection, ça te donne juste le truc moins gradient. C'est pareil. Oui, mais il y a un gars. Il est dans la projection. Voilà. Si tu veux pas que j'écrive comme ça, Jean-Pierre, si tu veux pas que j'écrive comme ça, je l'écris CDV plus gradient de Q. Mais c'est pareil. Alors effectivement, je peux l'écrire. J'ai pas dit que j'avais enlevé ça. Celui-là, il est là. Le gradient de Q, il est là. Non, mais regarde, maintenant, si j'ai pas ça, et si j'ai ajouté gradient de Q, j'ai une équation. Maintenant, si j'applique l'opérateur de Loret, il me tue le gradient de Q parce que je sais que oui, mais c'est dans un sens. Je te donne l'autorisation de continuer. C'est d'accord. Non, donc ça, c'est. Bon, écoute. Alors, donc, voilà, je dis que. Donc, qu'est-ce qu'on avait montré? Que V dans L6 inter à l'infini. Alors, voilà. Et donc, j'ai une intégrale singulière qui donne Q. CV est dans L2 inter L6, CVV dans L3,5 inter L3, C2V pareil, et le gradient de Q, si on veut garder la pression bien dit, il est dans L3,5 inter L3. D'accord, tout ça c'est facile, on démontre ça par un mélange d'inégalités linéaires, qui est essentiellement l'inégalité isopérimétrique qui me donne à partir de curl de V
dans L2, divergence de V égale 0 me donne V dans L6, ça c'est linéaire comme estimation. Et ensuite, j'utilise l'équation elle-même pour en déduire ces propriétés de régularité et de décroissance qui sont là, sans coup fait rire particulier. Je fais juste remarquer ici que, comme je disais à l'instant, cette partie-là est une équation, est une estimation linéaire, mais en revanche, vous trouvez assez facilement, par exemple, que la norme L infinie est majorée par mu-1, le curl de V dans M2 au carré. Donc évidemment, vous voyez que ça, c'est pas du tout une estimation homogène en V, par exemple, donc il n'y a aucun espace vectoriel dans lequel cette estimation est vraie. Elle est vraie pour la solution de votre équation. D'accord, c'est vraiment une estimation non linéaire. Et ce que vous pouvez vérifier, qui est important d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé la viscosité explicite, c'est d'une part que c'est cohérent du point de vue des unités. Si vous démontrez une inégalité et que les unités physiques de part et d'autre de l'inégalité ne sont pas les mêmes, c'est que vous avez fait une erreur. Donc c'est un bon moyen de vérifier la validité a priori de votre inégalité. Et d'autre part, c'est aussi invariant par le scaling. C'est-à-dire si vous remplacez V de x par lambda V de lambda x, ça multiplie les deux morceaux de l'inégalité par lambda, en l'occurrence. D'accord ? Donc ça, vous pouvez vérifier ça à chaque inégalité que vous démontrez de ce type, c'est que les unités sont respectées et que le scaling de l'équation, c'est un peu la même chose d'ailleurs, que le scaling de l'équation est respecté. C'est-à-dire que vous n'allez pas, en changeant le scaling, vous n'allez pas changer les inégalités de manière drastique. Et ça aussi, c'est un bon garde-fou de vérifier qu'à chaque inégalité que vous démontrez, vous n'avez pas violé l'un de ces préceptes de respecter les unités et de respecter le scaling. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part, et donc il faut faire attention à cet aspect. Alors, voilà, donc je voudrais maintenant vous donner au moins des énoncés de quelques problèmes, et pour ça, voilà, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est donc le problème qui est ici, dont j'ai abondamment parlé. J'ai dit également que le problème, c'était un problème de décroissance à l'infini de V. Alors, si on pense un peu à ce qu'on nous a enseigné sur la transformation de Fourier, il y a un mot qui revient tout le temps, deux mots, c'est que la régularité d'une fonction est liée à la décroissance de la transformée de Fourier à l'infini. Quelque chose comme ça. Là, on est dans une situation inverse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a une fonction, un champ de vecteurs dont on sait que dont on veut qu'à l'infini, il soit suffisamment décroissant, et ça doit être équivalent, d'une certaine manière, à une propriété de régularité à distance finie de la transformation de Fourier. Donc ça, c'est une chose heuristique, un petit peu, mais qui est à peu près claire. Donc, je dis que finalement, c'est assez légitime de penser que le problème qu'on est en train de regarder est non seulement un problème qui va concerner les x grands, mais aussi par dualité de Fourier, va être en fait un problème sur les valeurs de xi petites, un problème de basse fréquence. Je prétends cette analogie-là qu'on fait ici est tout à fait pertinente a priori, mais évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est un petit peu vague, et ce que je veux faire, c'est de donner deux énoncés, hein. Voilà, donc voici le premier, qui montre qu'on peut effectivement donner un résultat qui va dans ce sens, c'est-à-dire dire théorème de Liouville est un problème de basse fréquence. Alors reprenons le résultat de Galbi. Vous vous rappelez, le résultat de Galbi, c'était V dans L9,5, qu'on a presque démontré, on a presque vu comment ça fonctionnait. Et ce que je dis, c'est pas la peine de supposer ça, on va juste supposer que la partie basse fréquence, donc je prends un multiplicateur de Fourier qui est supporté au voisinage de l'origine, qui vaut 1, disons, au voisinage de l'origine, qui est un super compact. Et je regarde, je demande que cette partie-là du champ de vecteur soit dans L9,2. C'est tout. Je ne demande pas je demande rien sur ce qui se passe pour les hautes fréquences, et c'est normal. Donc ça, c'est un énoncé qui vous dit, vous prenez l'hypothèse standard, mais au lieu de la faire partout, entre guillemets, vous la faites simplement sur les basses fréquences. Et le résultat, c'est que vous arrivez à démontrer que le champ de vecteur est nul. Donc c'est vraiment un problème de basse fréquence, et ça vous donne un exemple d'un énoncé basse fréquence. Voilà, donc comme je le dis ici, c'est trop fort de supposer ça, donc il suffit de supposer que la projection sur l'espace des vecteurs avec un spectre
dans un voisinage de 0 appartient à 9. Voilà pour un résultat, une amélioration dans le résultat de Galdi. Et alors, voilà, alors, juste un point important dans la démonstration, c'est qu'en fait, on va être capable de démontrer, je pense que j'aurai le temps de vous démontrer ça, qu'en fait, V appartient à l'algèbre de Wiener, Fourier de L1. Alors, voyons. L1 est une algèbre pour la convolution. Fourier de L1 est une vraie algèbre pour la multiplication des fonctions. Et le lemme de Riemann-Lemaitre vous dit Fourier de L1 est inclus dans C0, 0, les fonctions C0 tendent vers 0 à l'infini, c'est évidemment inclus dans l'infini. Alors, on peut se dire, mais oui, l'homogénéité est la même, vous ne gagnez pas grand-chose, c'est à peu près pareil, qu'est-ce que ça change? La chose importante que ça va changer, on verra, c'est que autant cet espace-là se comporte très mal avec les intégrales singulières, autant la lettre de Wiener, elle est stable pour les intégrales singulières. L infini, par exemple, n'est pas stable par une intégrale singulière. C'est simplement faux. Mais en revanche, si vous prenez Fourier de L1, c'est immédiat de voir que Fourier de L1 est stable par une multiplication, par une fonction homogène, bornée, par exemple. Donc, ça sera un avantage. Je vais vous donner un bout de démonstration. Je vais dire ce que je démontre dans le papier que j'ai écrit, c'est que, en fait, toutes les dérivées de V appartiennent à l'algèbre de Wiener. Et si vous dérivez plus de 2 fois, en fait, vous êtes dans L. Ce qui est mieux qu'en termes de décroissance à l'infini. Donc, la chose importante, le gain d'homogénéité, il n'y en a pas. C'est la même chose, vous avez la même chose que vous avez dit, mais en revanche, vous avez cette stabilité par intégrale singulière qui est fausse pour les fonctions continues à support compact, par exemple, sont pas stables par intégrale singulière. Simplement ça. Donc, et c'est évidemment important d'avoir des objets, des espaces fonctionnels, dans lesquels vos solutions vont se balader. Comme vous avez des intégrales singulières partout, au moment où vous appliquez Biot-Savart, au moment où vous appliquez le projecteur de Loret, vous avez des intégrales singulières partout, et quand vos hypothèses de régularité sont stables par cette intégrale, vous êtes content parce que vous pouvez tout de suite en déduire, utiliser l'équation et en déduire des résultats comme celui-là. Alors, voilà, donc je voudrais faire une petite démonstration, mais je crois que j'ai le temps sur ça. Voilà, je voudrais vous démontrer que, en fait, mon V chapeau est intégral, qui est dans L1. Alors, je suis dans l'algèbre de Wiener. Au moins, vous démontrez ça, et vous verrez, ça vient directement du lemme que j'ai démontré complètement. Et donc, je vais supposer que je sais démontrer que le V chapeau est dans L1. Alors, je triche un peu, mais ça, c'est pas une évidence complète. Alors, le V chapeau, ça pourrait être une mesure ou une chose qui ne prenne pas une valeur ponctuelle. Alors, il faut démontrer ça d'abord, ce qui est non trivial. Mais acceptons ça. Et si j'accepte ça, ben je regarde, module de V chapeau de Xi, ça a un sens. Voilà, donc on coupe en deux, basse fréquence, haute fréquence, et je regarde. Alors ici, je décide de mettre Xi, Xi-1. Donc vous voyez, là, ici, je vais avoir le rotationnel de V. Ici, j'ai Xi-1. Je vais utiliser Cauchy-Schwarz, et quand je vais utiliser Cauchy-Schwarz, je vais lever ce truc-là au carré. Donc, je vais avoir Xi-2. Alors, c'est pas une catastrophe, c'est très bien, parce que vous avez pour Xi plus petit que 1. Donc ça, le Xi-2, il est intégrable. Pas de problème. Là, pour les hautes fréquences, j'ai multiplié par Xi au carré. Alors, Xi au carré, c'est le curve carré de V. Mais le curve carré de V, je sais qu'il est dans les deux. Ça, on l'a démontré dans le lemme qui précédait. Donc, il y a un Xi-2. Quand je vais l'élever au carré, oui, c'est très bien, parce que je suis pour Xi plus grand que 1 et que je vais avoir un Xi-4 et que 4 est strictement plus grand que 3. Donc, si vous faites cette petite manip, vous trouvez une inégalité, donc Cauchy-Schwarz sur chaque terme. Vous calculez chacun des termes, vous trouvez 2 racines de pi pour chacun des 2 termes. Et donc, comme vous savez que ce gars-là est fini, ceci est fini, vous avez démontré que V chapeau est dans l'algèbre de Wiener. Que V est dans l'algèbre de Wiener, c'est-à-dire que V chapeau est dans L1. Donc, c'est pas difficile de montrer ça. Et, bon, comme je le disais, il faut introduire des algèbres de Wiener avec des algèbres de Wiener multiplicatives de ce type-là, comme des espaces de Sobolev, mais basés sur l'algèbre de Wiener, qu'on appelle K infini et V infini également. C'est une algèbre de Fréchet. Et en fait, l'algèbre dans laquelle ma solution va vivre, elle comprend non seulement cette condition, mais également que pour alpha plus grand que 1, les dérivées sont dans l'unité.
Donc c'est facile et c'est élémentaire essentiellement de démontrer que ceci est une algèbre et qu'elle est stable par différenciation, par action des intégrales singulières. Quand vous êtes content parce que votre solution, vous savez qu'elle vit la et en particulier, vous démontrez que V et la pression de Bernoulli, elles appartiennent toutes les deux à cette algèbre A. Donc, qui est ici, qui n'est pas un objet très compliqué, mais vous voyez qu'il y a une homogénéité qui est un peu particulière. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même homogénéité dans les dérivés, dans les premières dérivées, et dans les dérivés dans la fonction même dérivée d'ordre plus grand, vous avez en quelque sorte une amélioration. Alors, voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai à peu près déjà énoncées, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, la régularité de V était déjà prouvée par Galdi, mais le fait que V appartienne à cette algèbre me semble nouveau, et il va nous aider dans la suite des opérations. Alors, donc, on écrit à nouveau le Stokes, par exemple, ici, et donc je rappelle l'expression, ça c'est simplement la matrice 3-3 xij. Alors évidemment, P, c'est pas un opérateur local, mais c'est pas non plus un opérateur pseudo-différentiel standard duquel on a l'habitude, qu'on utilise, par exemple, en construisant des paramétriques de l'opérateur de Laplace ou des choses comme ça. Et même si vous acceptez les développements vous connaissez les développements sur les opérateurs pseudo-différentiels du cas d'auteur, eh bien, c'est le fait que vous ayez une singularité en zéro de cette matrice, le fait que vous n'allez pas vous en sortir avec un calcul pseudo-différentiel même raffiné. Donc, il y a quelque chose de spécifique. Et pour ça, je voudrais simplement faire remarquer que quand vous regardez la démonstration du théorème de multiplicateur de Hormander-Mirlin, ce théorème n'est pas inclus dans les résultats classiques sur les opérateurs pseudo-différentiels. Vous ne faites pas du tout de la même manière. Vous avez besoin d'un théorème d'interpolation de Marcinkiewicz pour démontrer le résultat d'Hormander-Mirlin. Rien de tel n'est fourni par la théorie des opérateurs pseudo-différentiels. Il faut regarder quel type de continuité vous avez, quel type de régularité vous obtenez avec ce type d'opérateur, mais vous n'allez pas vous en sortir avec une variation sur les pseudos. Ça ne marche pas comme ça. Cette singularité, elle vous sort en quelque sorte de la théorie classique des pseudos. Elle vous ramène à une théorie originelle des intégrales singulières sur lesquelles il faut démontrer les choses. Alors, j'ai dit que beaucoup de phénomènes importants se passent en xi égale 0, donc on peut dire tout se passe en xi égale 0, ici, finalement. Un problème qui nous concerne. Et voilà, donc j'ai dit plusieurs fois, ça je pense, cette histoire de stabilité. Voilà. Bon, alors on va essayer de regarder comment on fait. Alors il y a une partie qui peut-être qui est juste fastidieuse, mais pas très difficile. Il faut démontrer, juste peut-être on peut regarder juste un exemple pour voir comment on manipule ces alpha. Moi, je prétends que je me donne un S positif. Ça, c'est l'espace de Sobolev basé sur l'algèbre de Wiener. Et je peux démontrer que c'est stable par produit. Et que j'ai une inégalité d'algèbre de Banach. Là, vous faites le produit, prenez la transformée du produit, vous obtenez une convolution, vous mettez deux forces qu'il faut à côté de chacun des termes, vous trouvez un dénominateur, là, vous avez un numérateur que vous introduisez, vous savez que ce truc-là est plus petit que 1. Bon, alors, si vous dites tel quel, c'est pas vrai, mais je change, je mets des 2 au lieu de 1, mais ça change pas grand-chose. Et je trouve la propriété d'algèbre de Banach. Donc, c'est pas difficile de montrer qu'on a algèbre de Banach. Et donc, voilà, donc on a la stabilité, je l'ai dit oralement, mais on peut revenir là-dessus. Vous voyez, j'ai un opérateur multiplicateur, un multiplicateur de Fourier, et je prends V là-dedans, je prends M2D V, et je veux montrer que M2D V est aussi dans mon espace. Je prends la transformée de Fourier de ça, je trouve que c'est M de xi, chapeau de xi, mais M de xi, c'est bordé, c'est une matrice bordée, donc il y a une singularité, on s'en fiche, c'est-à-dire que quand je prends des modules de ça, j'ai un module ici, et c'est majoré par le module de V chapeau. Donc si V est dans l'espace de
de Wiener. Là, j'ai simplement une majoration par la norme à l'infini, par exemple, et puis V. Et donc, ça donne mon lemme. Donc, c'est facile de voir ça, et ça montre l'avantage de cette... Ça montre l'avantage. Alors, voyons. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Je vais passer rapidement sur celle-là, parce que je voudrais avoir un petit moment pour parler d'une démonstration de la partie non linéaire de la démonstration. Enfin, celle-ci l'est déjà. Je prétends que j'ai une estimation de la norme L2 en fréquence, là, par quelque chose qui va exploser, comme R-4. Donc, je ne suis certainement pas, parce que R tend vers 0, je n'ai pas de contrôle. Mais j'ai un contrôle de l'explosion en R-4. Donc, c'est pas difficile de démontrer ça. Et ça vous montre que pour les hautes fréquences, vous allez être élu. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous faites une hypothèse sur les basses fréquences, vous avez gratuitement, quelque part, que les hautes fréquences vont leur limite. Et ça vient d'une estimation comme ça, parce que vous voyez, si R est 1, vous contrôlez la norme du chapeau au carré, à l'extérieur de la boule limitée, sans problème, et vous la contrôlez par les données de votre problème, c'est-à-dire le cœur dans les deux, et V dans l'infini, qui fait partie de votre information. Alors, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur la démonstration. Voilà, je vais regarder, je vais concentrer mon attention, je pense, sur la démonstration qui est ici, et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, voyons. Voilà, donc on a une identité qui est essentiellement celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors évidemment, la complication, vous avez maintenant vos fonctions sont C infini. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez parce que vous pouvez les multiplier ponctuellement, il n'y a pas de difficulté. Mais avant d'intégrer, il faudrait quand même couper, par exemple, sur un compact, vous multipliez ici par une fonction qui est super compact. Et vous faites un gros vers l'infini, de sorte que, par exemple, vous savez d'emblée que le gradient de Thiraud dans L3, il est constant. Mais il est surtout borné. Il est constant, ça vient juste de l'homogénéité de la dimension 3. Alors, vous regardez vos termes, vous avez des termes, un terme cubique, là, V au cube. Et donc, vous avez 8 termes. D'accord, si vous voulez venir, parce que vous allez découper V0, c'est pas les composants du champ, c'est V0, c'est la partie basse fréquence, et V1, la partie haute fréquence. Donc, vous écrivez tous ces termes. Alors, je vais en écrire 4, par exemple. Donc, le S0, VV. Alors, j'ai V0, 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 V1, V1, V0, V1, V1. Voilà, bon, c'est pour ça. Voilà, alors je prétends que le terme, donc là, j'ai écrit tous ces termes-là. Alors maintenant, ces 4 termes-là qui sont ici, il faut que je les multiplie par V ou par V0. Bon, alors, je vais choisir de les multiplier par V0 et je vais vous vendre que si vous multipliez par V1, il n'y a pas de difficulté. On peut accepter ça. Donc, il y a 4 termes qui sont ici et qui ont à peu près la tête qui est là. D'accord? Alors, je prétends que le terme qui est ici, c'est une terme sur lequel je vais faire une hypothèse. Parce que là, j'ai que des termes où il y a V0, ça c'est ma partie basse fréquence, et j'ai fait l'hypothèse qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement. Donc, je vais regarder, et je prétends que celui-ci, comme j'ai 2 fois V1, il est pas difficile. Mais en revanche, la difficulté, je prétends, est concentrée sur le terme qui est ici. Alors, on va regarder ce terme. Voilà, donc on regarde le deuxième terme, par exemple. Par exemple, ce terme est facile. Regardons ça, on a V0 qui est dans L6. Ah oui, parce que V dans L6, vous avez appliqué un projecteur, un alpha de D. Bon, là, pas de problème, vous restez dans une intégrale singulière, mais c'est plutôt puissant. Vous savez que V0 est dans l'infini, vous savez que V1, c'est le terme haute fréquence. Il est dans L2. Donc ce terme-là, il est dans L2 à l'intérieur. Donc, comme cette intégrale singulière, comme le S0 est une intégrale singulière, là, vous êtes dans L2. Vous multipliez L6 par L2, 1 demi plus 1 sixième, calcul qu'on a déjà fait 2 fois, ça fait L3 demi. Donc vous êtes dans 3 demi. Et là, c'est très bien, parce que le terme qui est là, ça veut dire que la partie du terme que j'ai regardé, là, la partie du terme, elle va se battre contre ce terme-là. Et ce terme-là, j'ai dit qu'il était borné dans L3. Donc le terme, si vous l'avez dans L3 demi, c'est très bien. Au moins, vous avez une borne. Donc je vous démontre pourquoi ça tend vers 0 lorsque ρ tend vers l'infini, par exemple. Mais au moins, j'ai une borne. Regardez sur le transparent suivant ce qui se passe.
Voilà. Alors donc, on fait presque la démonstration complète dans ce cas-là. Donc ça, c'est votre équation. Alors, j'ai mis la pression, puis vous allez multiplier par qui on veut. Donc, vous avez des fonctions C infini qui tendent vers 0 à l'infini, mais ça ne vous donne pas l'intégrabilité. Donc là, vous allez couper par une fonction anti-port compact, donc il n'y a pas de problème dans le sens de ce calcul. Là, c'est vraiment une vraie intégrale. Je n'ai pas de problème. Voilà. Donc, je regarde ce qui se passe. Alors, j'ai deux types de termes. Alors, le terme qui est ici avec celui-là, on va dire qu'il ne pose pas de difficulté, que c'est des termes standards, qui ne vont pas nous poser de difficulté. La complication, elle va surtout venir du terme avec la pression de Bernoulli. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver avec le terme qui est ici? Ça nous satisfait bien. Ça, je prétends que ça tend vers 0. Alors, pourquoi ça tend vers 0? Parce que vous avez 1,5 plus 1 tiers plus 1 sixième qui vaut 1. Et que donc, vous allez avoir le grain qui, il est dans une couronne. Une couronne, en gros, où norme de x est comme ρ. D'accord? Donc, si vous faites temps ρ vers l'infini, là, vous avez une majoration par la norme de V dans L6 de cette couronne. Donc ça tend vers 0, et j'appelle ça epsilon. Alors maintenant, il faut que je regarde ce terme-là. D'accord? Ce terme-là, j'ai fait une intégration par partie, j'ai une vraie intégrale, et que je regarde ce QV, donc c'est justement ce que j'ai fait. J'ai pas tout calculé, mais j'ai calculé l'un des termes, et 8 termes qui arrivent. Il y avait ce terme que j'ai calculé dans le transparent précédent. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une norme L2, une norme L6, et là je fais attention, je remarque que celui-là, le V0, non seulement il est localisé en fréquence, mais il est localisé en position, pas par lui-même, mais par le gradient de Thiraud, qui lui vous localise dans X équivalent en ρ. Donc qu'est-ce que vous trouvez? Une estimation, ici L2, ici L6, ici L3, ça c'est une constante, vous avez des normes d'opérateurs, des V0 ici, et vous avez la norme de V0 dans L6 de la couronne. Et comme V0, il est dans L6, que vous, comme faire tendre à l'infini, cette couronne fiche le camp à l'infini, et vous trouvez que ça tend vers 0. Donc ça vous dit que ce terme-là va tendre vers 0. Alors il y a 4 autres termes à calculer, mais ils sont à peu près de même nature, et je prétends que j'ai regardé le plus difficile. Alors ça pose pas de problème, ça tend vers la norme de Coulomb de V au carré. Et donc vous trouvez, résultat de ceci, vous trouvez que la norme de Coulomb de V au carré est nulle. Donc là, vous obtenez cette estimation, et comme ça vous donne le gradient de V est nul, puisque la divergence de V est nulle aussi, et donc V est comme il tend vers 0 à l'infini, V est identiquement nul. Donc ça suffit pour faire cette méthode d'énergie, si vous voulez, mais vous faites une troncature et vous profitez, vous regardez les termes qui interviennent, et vous apercevez que ces termes sont qu'on peut les contrôler, qu'on peut montrer qu'ils tendent vers 0, en examinant avec précision le type de fréquence qui intervient. Le type de fréquence qui intervient, c'est que finalement, on a besoin de faire une hypothèse uniquement sur des basses fréquences. Bon, voilà, je crois que si vous regardez pour le résultat de KE, pourquoi il suffit de faire cette hypothèse-là, c'est un petit peu plus compliqué, et là, il faut... Dans les slides, j'ai donné une version type opérateur pseudo-différentiel. C'était un peu abusif dans le papier que j'ai écrit et qui est sur Archive. J'ai donné un argument direct avec un calcul des noyaux. Et donc, il faut travailler un petit peu plus, mais c'est le même genre de choses. On coupe en basse fréquence, en haute fréquence, on regarde les termes non linéaires que ça engendre, et on arrive résultat. Donc, j'ai écrit un papier. Et sur ma page web, j'ai mis le papier, évidemment. J'ai aussi mis une sorte de cover letter avec quelques mots d'introduction. Voilà, écoutez, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Ok, bon voilà, donc on va laisser la place aux questions dans la salle, et puis après, s'il y a des questions par chat, je peux les... Y a-t-il des questions dans la salle? À quel point tu utilises cette structure d'admin à part, tu as bien montré la transformation, le fait que c'était important quand tu es parlé d'avoir des émulations concrètes. Oui. Ça, tu utilises de fait en épreuve oui, en fait, tu veux dire l'annulation du terme curl de V, croix V.
Bah, oui, fondamentalement, parce que je vais multiplier l'équation par, dans le théorème de Galdi, je vais multiplier ça par cette fonction qui est Quiron de Grand. Ouais. D'accord? Et donc, si je multiplie, moi j'ai un terme qui c'est comme ça, qui est Quiron de V, et puis je multiplie par Quiron V. Mais ça fait 0. Ouais. Parce que cette chose-là, c'est une intégrale du déterminant de Quiron de V, et le Quiron, il est à l'extérieur, il intègre par rapport à X. Donc ça, c'est nul. Et donc, comment est-ce que tu pourrais, disons, modifier la linéarité pour préserver Ça, je ne sais pas. Parce que je dois dire que, en fait, ma préoccupation, elle était plutôt à l'inverse de ça. De dire, voilà, comment est-ce qu'on peut traduire la probabilité de cancellation d'une manière plus locale? C'est un truc qui est connu, hein. C'est pas moi qui ai découvert cette chose-là, c'est écrit dans le livre, hein. L'impression de Bernoulli, thématisée depuis longtemps. Mais finalement, dans la littérature, elle est relativement peu utilisée pour autant de pouvoir. Donc, si tu veux, c'était surtout ça qui me préoccupait. Donc maintenant, j'imagine que ce qui est clair, c'est que quand ces équations de diffusion, si tu prends l'équation d'évolution, ou ces équations elliptiques stationnaires de ce type, elles sont quand même pas différentes sans une propriété de conciliation et avec. C'est un autre monde, en fait. Donc, si on veut rester dans ce monde de la distance, il faut en profiter. Et si tu démontres un théorème sans profiter de ça, c'est que, bon, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas spécifique. Et moins bien. Non, je dis même pas ça. Je dis que si tu profites pas de la constellation, c'est que tu as fait quelque chose qui est non spécifique de Navier-Stokes. Et on sait bien qu'il y a des propriétés très particulières qui sont dues à cette pensée. Voilà. Le fait qu'elle soit ponctuelle, ça. Mais sans plus, hein, c'est un peu technique. D'autres questions? Ah, pardon, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a pas des contre-exemples, mais disons des exemples qui montrent qu'on ne pourrait pas aller trop loin en intégrabilité? C'est-à-dire, quels sont les flots connus, des solutions stationnaires connues? Est-ce qu'il y en a des décroissants? Par exemple, peut-être qu'il a mentionné les flots potentiels, mais qui eux ne sont pas décroissants, les flots de Beltrami. Pourquoi vous prenez des périodiques? Mais est-ce qu'il y a des exemples connus de... Non, parce que finalement, quand tu regardes les solutions dites explicites, tu vois, finalement, les grandes classes, j'en connais finalement deux. Je connais ces potentiels, enfin en dimension 3. Et aucune n'a de décroissance. Ouais, aucune n'a de décroissance, si tu veux. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre une condition à l'infini, à contrario, tu vois. Ça veut dire aussi ça. Bon. Sans condition à l'infini, c'est faux. Maintenant, juste une remarque hein, qu'on peut faire, c'est que bon, cette conjecture semble assez difficile et on peut nous permettre de proposer une conjecture a priori un peu plus facile, c'est de supposer que la transformée de Fourier est un support compact. C'est-à-dire que la fonction elle-même, non seulement est analytique, mais que c'est une fonction analytique à croissance exponentielle. Et donc c'est une hypothèse très très forte. Et donc mais même avec cette hypothèse très forte, que je sache, on ne connaît pas la réponse. Mais ça serait intéressant de voir. Peut-être c'est un peu plus facile à démontrer. En tout cas, c'est impliqué par la conjecture générale. Ok. Alors, il y a une question sur le chat, là. Alors, on va essayer. Yves, t'essayes de poser ta question, sinon c'est moi qui la lis. Vas-y, essaye. Oui, bonjour Nicolas. Est-ce que tu dis qu'il faut prendre un cutoff qui est 1 autour de 0 pour que ça marche, l'amélioration du lemme, c'est ça, le lemme 1? Oui. Et est-ce que tu peux prendre quelque chose qui est pas 1 autour de 0, mais 1 en 0 et décroît à une certaine vitesse? Oui, ça change pas grand-chose. D'accord, il y a une limite à la vitesse? Ah, sûrement, mais là, tu veux enlever le support compact? C'est ça. Ah, ça, je ne sais pas. Mais le fait que ça soit 1 au voisinage, ça ne joue pas de rôle, tu as raison. Hein, ça, je peux très bien prendre une fonction de cutoff spectral qui soit non nulle en 0. C'est important, c'est qu'elle soit non nulle en 0. Maintenant, le reste... Mais si tu veux, je veux pas avoir affaire aux hautes fréquences, donc je coupe. Oui. Les grandes fréquences, il se passe rien parce que je suis L2. Et quand je suis L2, c'est très facile. Oui, mais si tu veux être encore plus basse fréquence, tu peux essayer de voir à quel point basse fréquence tu parles, quoi. Alors, du point de vue de l'homogénéité, je parle de quelque chose qui est essentiellement une singularité du type L6 cinquième. Xi à la puissance moins 5 sixième.
D'accord. Donc il y a une singularité, disons génériquement, on peut penser que V chapeau de xi va se comporter comme une puissance négative de xi. D'accord? Cette puissance négative va être compatible essentiellement pour les espaces de Lorentz, disons L6/5. Merci à toi. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. Bah, voilà, dans ce cas, on te remercie tout